et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur la santé et l'invisible. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le professeur Jacques Besson, psychiatre suisse, professeur honoraire à la faculté de médecine de Lausanne, chercheur, clinicien et homme de lien entre la science, la santé et la spiritualité. Ça fait plus de 35 ans qu'il explore avec sensibilité et rigueur la manière dont la dimension spirituelle peut être intégrée dans l'accompagnement de la souffrance psychique. Et avec lui, nous allons parler de l'invisible, de cette part subtile que l'on oublie souvent dans le soin. Son parcours l'a amené bien au-delà des frontières du champ médical traditionnel. Il a rencontré le Dalai Lama, les Indiens Kogi de Colombie et d'autres porteurs de sagesse ancestrale pour interroger notre rapport aux soins, à la conscience et à la spiritualité. Bonjour Jacques. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que la spiritualité pour vous et qu'entendez-vous par dimension invisible dans la santé mentale? Alors, c'est une grande question, hein. C'est difficile d'explorer la spiritualité scientifiquement parce qu'il faut faire un travail très patient de pédagogie, de définition, de chercher un consensus à la faculté de médecine, chez les chercheurs en neurosciences. Et on peut peut-être commencer par une définition, si vous êtes d'accord. C'est celle que j'utilise pour les étudiants en médecine et qui a fait consensus à l'Université de Lausanne. Alors, je définis la spiritualité comme un besoin universel de tous les humains, donc depuis toujours, et c'est un besoin naturel. C'est un besoin de sens qui est créé par un triple lien. Le lien avec soi-même, dans la vérité, l'honnêteté, la sincérité. Deuxièmement, le lien avec autrui, dans l'altérité, la fraternité, l'empathie. Et le troisième lien, qui est le lien avec la nature et avec l'univers. Avec cette définition, on peut confiner à l'universel parce que ça a toujours été comme ça, quels que soient les grands systèmes cosmologiques, anthropologiques et religieux de l'humanité. Face à cette définition de la spiritualité qui est compatible avec la science et les neurosciences et les sciences humaines aussi, on peut situer la religion qui est très différente puisque dans ma définition, la religion, c'est la réponse culturelle aux besoins naturels. Dans le fond, c'est une réponse avec des rituels, des grands médiateurs, des institutions, des traditions. Et les religions peuvent avoir plus ou moins de spiritualité, et les spiritualités peuvent être plus ou moins inscrites dans les religions. Mais disons, dans un paradigme réussi, on pourrait dire que spiritualité et religion dansent ensemble. Voilà comment j'introduis la thématique à mes étudiants. Pourquoi cette dimension est-elle si absente, voire taboue, dans la psychiatrie conventionnelle? Alors, la première raison, c'est qu'il y a une confusion entre spiritualité et religion. Ça, c'est la première cause, c'est que il y a beaucoup de méfiance à l'égard des religions au niveau communautaire, au niveau politique, voilà. Donc ça, c'est une grande difficulté, surtout dans certains pays. En Suisse, peut-être moins qu'en France, parce que on a beaucoup plus de diversité religieuse et une laïcité beaucoup plus soft, puisque nous avons à l'Université de Lausanne une faculté de théologie et de sciences des religions. Nous avons des instituts pour toutes les grandes religions du monde. Et, nous pouvons faire de la sociologie de la religion, d'histoire de la religion, de la psychologie de la religion. Donc, nous sommes beaucoup moins dans la laïcité à la française, si vous voulez. Quand je passe la frontière, je remarque la différence culturelle et académique, voyez-vous. Alors maintenant, vous posez la question de la psychiatrie. La psychiatrie est encore plus difficile
parce qu'il y a beaucoup d'intrications entre on va dire, la psychopathologie et la religion. Nous avons bien sûr les délires mystiques qui font des traitements très difficiles à organiser à cause des convictions délirantes, à cause du côté inébranlable, du côté mégalomaniaque, des côtés persécutoires. Et dans le fond, le personnel hospitalier et les psychiatres évitent de trop brasser les questions religieuses parce qu'ils ont très peur d'être pris dans des discussions infinies et stériles sur les croyances et ils ont peur de s'embourber, si vous voulez, de ces discussions. Alors ils les évitent, ils les mettent sous le tapis et puis on dit oui, ça c'est privé, alors on en parlera une autre fois et puis voilà. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas envie qu'on leur pose des questions sur leur propre croyance, sur leur propre foi, sur leur rapport entre science et spiritualité. Donc, il y a aussi des aspects défensifs, sans oublier que le personnel soignant est souvent politisé, on va dire plutôt à gauche, et qu'il se méfie d'un retour du religieux dans les hôpitaux, qui a quand même eu voilà, qui a posé quelques problèmes, que c'était les bonnes sœurs qui donnaient les soins, qui avaient de l'idéologie, qui avaient des dogmes, et qu'un certain ostracisme faisait des dégâts. Donc, du coup, il y a une résistance particulière en psychiatrie. Et j'ajouterais un dernier point, c'est que, dans le fond, la psychiatrie est à risque de se comporter elle-même comme une religion parce qu'elle a ses propres croyances, elle a ses propres dogmes, elle a ses propres idéologies, elle a ses pontes, elle a son clergé psychiatrique, si vous voulez. La psychanalyse n'a pas beaucoup aidé à ça, parce que si on fait un peu l'histoire de la psychanalyse, tout a commencé avec Freud qui a dit que la religion, c'était la névrose de l'humanité, on était parti de l'animisme, qu'on avait passé par le religieux et que maintenant il fallait accéder à la science et que la religion est un stade infantile de l'humanité. Et beaucoup de psychanalystes sont adhérents à ce point de vue. Ils sont de le matérialisme scientifique, qu'ils estiment être une valeur et ils ne veulent pas régresser soit au stade religieux, soit au stade animiste ou chamanique ou justement de l'invisible au sens où vous me posez des questions. Donc tout cela fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés pour remonter le courant. On dit que seul le poisson mort suit le courant. Alors il faut beaucoup d'énergie pour remonter le courant. Voilà. Ouais, j'imagine, hein. J'imagine. Et en quoi finalement la prise en compte de cette dimension invisible, elle peut transformer la relation thérapeutique? Eh bien, parce que, alors toute ma carrière, je suis addictologue, n'est-ce pas? Et les addictions, qu'elles soient avec des drogues, de l'alcool ou des comportements Internet, numériques, gaming, etc., les addictions sont une véritable maladie de civilisation. Et personne ne sait vraiment très bien comment s'y prendre. Et en Suisse, nous avons eu la chance d'être un petit pays, d'être assez courageux et de faire de l'expérimentation et de l'innovation. Donc, quand nous avons eu des épidémies d'héroïne et de cocaïne à partir des années 1980, puis encore maintenant avec les épidémies de cocaïne et de drogue de synthèse, et puis bien sûr l'Internet qui fait des ravages, nous avons eu une politique intégrative. Nous l'avons appelée politique des 4 piliers. Et nous avons incité des gens qui n'avaient pas la culture de travailler ensemble à collaborer au réseau. Et j'appelle ça l'intelligence collective. Alors, nous avons 4 piliers. Il y a un pilier que vous avez aussi en France, qui est la répression. Donc, il est clair qu'on va casser les grands réseaux, mais on ne va pas courir après les petits fumeurs de joints. On va casser les mafias qui viennent blanchir de l'argent. Voilà, c'est là qu'est la répression. Et c'est assez efficace parce qu'on saisit de l'argent
qu'on utilise après pour soigner les patients. Donc la répression est intégrée au réseau, si vous voulez. Ça, c'est bien. Ensuite, évidemment, il y a la prévention. Alors nous avons mobilisé le corps enseignant dans les écoles, nous avons mobilisé la presse, les politiques aussi pour expliquer les aspects brain disease, maladie du cerveau, expliquer en quoi les addictions ne sont pas des vices ou des problèmes de moralité, mais que c'est bien des maladies complexes qui ont un pied dans la biologie, un pied dans le psychosocial. Et pour ma part, j'ai ploté le clou de la racine spirituelle également. Et voilà. Et puis il y a encore en Suisse une politique de thérapie qui est assez audacieuse. Je peux vous donner un exemple. J'ai introduit à Lausanne la prescription médicale d'héroïne qui a asséché le marché de l'héroïne illégale, puisque avec la méthadone, puis pour ceux qui résistent au traitement à la méthadone, avec la prescription médicale d'héroïne, les patients qui dépendent sévèrement des opiacés ont accès au réseau de santé remboursé par les assurances maladie et ils sont soignés sur le plan biologique, psychologique et social. Et ils ont même accès à la méditation et les choses comme ça. Donc, nous avons des thérapies intégrées. Voilà. Et le dernier pilier, le quatrième, c'est l'aide à la survie. Et nous avons distribué des centaines de milliers de seringues stériles dans les rues, dans les quartiers, pour éviter que les jeunes se contaminent. Si on n'arrive pas à les empêcher de faire des injections, ben au moins on arrive à les empêcher d'attraper des maladies infectieuses comme le sida ou l'hépatite. Et nous avons le taux le plus bas du monde de sida chez les toxicomanes, puisque nous sommes à moins de 10% de la population toxicomane qui est infectée par des virus. Je crois que c'est le taux le plus élevé du monde. Donc, vous voyez, c'est des politiques réalistes. La Suisse est petite, elle a un peu des budgets aussi, il faut dire. Et puis, les Suisses alémaniques sont tournés plutôt vers la Scandinavie. Puis les Suisses romands sont plutôt orientés vers les pays anglo-saxons. Et on s'est beaucoup inspiré. Moi-même, j'ai été à Boston. J'ai travaillé sur des consultations multidisciplinaires, Addictive Disorders. J'ai appris beaucoup de choses aux États-Unis que j'ai pu rapporter en Suisse. Comme la Suisse est petite, elle est obligée de sortir de ses frontières puis d'aller voir ailleurs. Vous voyez, ça, c'est quand même une vertu que nous avons par humilité, hein, finalement. Donc voilà un peu les racines de notre politique, hein, oui. À la différence, je dirais, de la politique française, c'est qu'il y a vraiment une intégration multidimensionnelle, en fait, du soin. Ah oui. Alors, ce qui a beaucoup aidé à intégrer la spiritualité, notamment dans les addictions, c'est que je suis un passionné de neurobiologie. Et je suis médecin, psychiatre, psychanalyste, mais assez vite que j'étais jeune, j'ai eu la chance de faire un séjour sabbatique à Harvard Medical School, au Massachusetts General Hospital, où j'ai pu visiter les laboratoires de biologie moléculaire, de faire de l'imagerie cérébrale avec les scanners au début, dans les années 90. Et comme j'ai eu la chance d'être médecin à temps partiel pour l'Armée du Salut en Suisse, j'avais des contacts avec les salutistes américains qui sont très à la pointe parce que l'Armée du Salut développe le Minnesota Model, qui est un modèle qui est compatible avec la médecine et les psychothérapies et les traitements médicaux, mais qui ajoute la dimension spirituelle avec les 12 étapes, qui sont des étapes de rétablissement spirituel et non pas religieux, justement. Et ces 12 étapes, elles permettent aux patients, petit à petit, d'admettre que l'alcool ou les drogues sont plus forts qu'eux, qu'ils doivent s'en remettre à une puissance supérieure, quel que soit le nom que nous lui donnons. Et quand j'étais à Boston, j'ai été en liaison avec des chercheurs qui travaillaient sur Alcooliques Anonymes et les conversions spirituelles dans le rétablissement. On a pu, par exemple, étudier la prière de la sérénité. Vous savez, cette prière, où on demande la sérénité d'accepter ce qu'on ne peut pas changer
le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de bien faire la différence entre les deux. Eh bien, rendez-vous compte, quand on met des AA aux prières, eh bien, on voit les effets de cette prière sur leur cerveau en termes de neurotransmetteurs. On voit la libération de dopamine qui améliore la motivation, la sécrétion de sérotonine qui améliore l'humeur et qui améliore la dépression, de l'ocytocine qui crée aussi de l'attachement. Enfin, là, mon expérience spirituelle avec les alcooliques anonymes, mon expérience de neurobiologie avec les Américains et mon retour en Suisse avec la politique des drogues, ben, j'ai eu la chance, le gouvernement vaudois, donc la région Lausanne-Genève, m'a donné des moyens pour créer un centre interdisciplinaire où on a pu intégrer les thérapies, intégrer le dépistage, intégrer la collaboration avec la police, les écoles, les tribunaux, et on a beaucoup avancé. Et peut-être que maintenant, on peut parler un petit peu plus de spiritualité, si vous voulez. Mais je crois que c'est important de comprendre dans quel contexte j'ai grandi. Et ça fait quand même maintenant plus de 40 ans que je suis là-dedans. Il faut dire aussi que j'avais fait ma thèse de médecine sur la correspondance entre Sigmund Freud et le pasteur zurichois Oscar Pfister, où ils ont échangé pendant 30 ans une correspondance sur les rapports entre psychanalyse et religion. Donc, je suis devenu un expert, on peut dire européen, parce que personne ne s'intéressait à ça, des rapports entre psychanalyse et religion. Voilà. Voilà un peu mon histoire. Ça explique les origines. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis vous êtes allé aussi beaucoup plus loin parce que vous avez rencontré le Dalai Lama, les Kogis. En quoi ces expériences ont enrichi finalement votre compréhension? Eh bien, d'abord, donc je suis d'extraction chrétienne. J'ai une éducation protestante, comme beaucoup de Suisses romands. J'ai une éducation calviniste, hein, voilà. Donc, mais je suis croyant et bien sûr, j'ai pris quelques libertés par rapport au protestantisme, vous savez, parfois un peu austère. Je suis donc ce qu'on appelle en Suisse un protestant libéral qui s'intéresse à la science. Et puis, ma femme est catholique. Et puis, j'ai un peu élargi. J'ai rencontré des orthodoxes. J'aime beaucoup aller dans les monastères en Grèce. Voilà. Puis après, j'ai fait un peu l'Afrique du Nord. J'ai rencontré des soufis. Puis après, j'étais plus loin, en Asie. J'ai rencontré des hindouistes. Et puis, bien sûr, les bouddhistes. Et mon fils cadet est sorti pendant plusieurs années avec la fille du Rinpoché tibétain de Suisse romande. Et j'étais ami avec le Rinpoché Namka. Et j'ai eu beaucoup de conversations, voilà. Et comme j'ai eu la chance d'être dans l'état-major de l'université, j'étais vice-recteur pour la recherche, on m'a confié d'organiser une journée scientifique avec les chercheurs de l'université de Lausanne qui ont préparé une matinée sur le vieillissement et un après-midi sur la mort. Et on a présenté tous les travaux de recherche sur ces deux questions sous forme de petits diapos traduits en tibétain qu'on a présentés au Dalai Lama et il nous donnait des réponses sur le bouddhisme et la science. Tout ça est sur Internet, sur une île YouTube, le Dalai Lama à l'une île. J'étais sur scène et j'ai eu la chance de pouvoir lui poser une question. Alors j'étais très stressé. Que vous devez poser une question, il ne faut pas vous tromper, voyez-vous. Alors, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai demandé si, conformément à mes travaux, il pouvait être d'accord avec moi qu'il y a une santé psychique qui est représentée par ce qu'on fait avec la psychiatrie, les psychothérapies, la psychanalyse, quand on s'occupe d'anxiété, de dépression, de schizophrénie d'un côté, mais s'il n'y a pas d'un autre côté ce qu'il conviendrait d'appeler la santé spirituelle. Et il a applaudi, il a dit que c'était excellent, il s'est fait traduire parce qu'en tibétain c'est compliqué, psychique et spirituel. Mais il y avait Mathieu Ricard qui était avec moi, et puis il a fait des traductions tout à fait utiles. Et le Dalai Lama m'a fait une réponse très longue sur le fait qu'en médecine tibétaine, il y a la santé physique et la santé psychosociale, comme chez nous, mais que la santé spirituelle, c'est la racine de la santé, qu'il s'agit de méditer,
beaucoup, longtemps, intensément, et qu'on découvre les deux ailes de l'oiseau. Oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'oiseau du bouddhisme, il a une aile qui est la sagesse et une aile qui est la compassion. Il n'y a pas de sagesse sans compassion. Alors, je suis retourné à mon christianisme et puis je me suis dit, mais oui, il n'y a pas de vérité sans charité. Tout est un, n'est-ce pas? Je suis aussi un vieil alchimiste. Et Saint Thomas d'Aquin a dit, pas de vérité sans beauté, pas de vérité sans justice, pas de vérité sans liberté. Enfin, tout était lié. Et mon intérêt pour la diversité religieuse n'a fait que grandir, voyez-vous. Donc, du coup, ben, j'ai introduit la méditation laïque à l'hôpital universitaire. Et depuis, oui, plus de 20 ans maintenant, on y pratique la mindfulness, qui est la forme laïque de la méditation bouddhiste. Et puis, plus si on tente, alors bien sûr, il y a aussi des groupes de méditation plus transcendantales, si vous voulez. Mais la méditation mindfulness est remboursée par l'assurance maladie et si elle est pratiquée par des psychologues, psychothérapeutes et des psychiatres compétents pour compléter l'approche biopsychosociale et spirituelle. C'est vraiment intéressant, hein, c'est vraiment... euh, votre parcours est assez incroyable par rapport à ça et vraiment vous êtes un pionnier hein, par rapport à l'introduction de cette dimension spirituelle dans le soin. Et si on sort maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet, voilà, par rapport aux états modifiés de conscience, le modèle dominant a tendance à psychiatriser ces expériences-là. Hein, quel est votre point de vue par rapport à ça si on prend par exemple la dissociation, hein, bon, voilà, vous parlez de méditation, voilà, quand on pratique la méditation, la dissociation, elle est là rapidement, donc effectivement, hein, voilà, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là avec vous et avec votre expertise. Alors, mon expertise, elle a apporté deux nouveautés dans cette réflexion. La première, c'est cette distinction entre santé psychique et santé spirituelle. À cet égard, j'aimerais vous dire que l'OMS, quand elle a défini la santé en 1947-48, elle a défini la santé non pas comme l'absence de maladie, mais comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Et à l'époque, il y avait un groupe de pression pour dire, mais il y a aussi un état de bien-être spirituel. Mais ces spécialistes se sont heurtés à un veto du bloc soviétique qui a fait l'impasse sur cette dimension-là. Et on n'a pas pu y accéder parce que voilà, il fallait un certain degré de consensus. Mais en 2005, donc déjà un certain temps après l'effondrement du mur, l'OMS s'est réunie à Bangkok pour redéfinir la santé et elle a accepté dans la déclaration de Bangkok de 2005 d'ajouter la santé spirituelle dans la définition de l'OMS de la santé. Et ça, c'est très important parce que, dans le fond, c'est une définition universelle et elle est valable pour tous les pays. Alors, si un pays ne veut pas, ben, il ne veut pas. Ben, il est réfractaire à un consensus mondial, voyez-vous. Donc ça, c'est quand même important. Et il a fallu attendre 8 ans, c'est-à-dire 2013, pour que le DSM, le diagnostic de psychiatrie américain, introduise une recommandation. Et c'est fort une recommandation aux USA, euh, parce que c'est quand même assez contraignant, même si ce n'est pas obligatoire, mais c'est contraignant, parce que si vous ne faites pas, vous avez des ennuis avec les tribunaux, et on sait que les tribunaux aux États-Unis sont très durs. Donc, la recommandation, c'est de faire l'anamnèse culturelle et spirituelle en psychiatrie. Alors, culturelle, c'est bien, on l'avait déjà avec l'ethnopsychiatrie. Hein, quand vous avez quelqu'un qui vient de l'Afrique subsaharienne, forcément, il y a des choses à savoir. Mais l'anamnèse spirituelle, ça peut concerner un de vos compatriotes. Hein, parce qu'il peut être dans une secte, il peut être dans une religion un peu différente, ou avoir une spiritualité, alors un peu personnel, un peu exotique. Voilà, donc cette anamnèse spirituelle, c'est très important. Et j'ai accumulé de l'expertise parce que j'étais le chef, le président de la commission des révisions des pratiques cliniques en Suisse francophone.
C'est-à-dire que dès qu'il y avait un suicide ou un homicide, il y avait toujours dans les hôpitaux universitaires une expertise extrajudiciaire pour préparer l'arrivée d'éventuels procureurs, pour savoir déjà à l'interne si on avait fait respecter les procédures, etc. Or, j'ai vu beaucoup de cas où, dans le fond, on avait été négligent sur ces questions. Et j'ai eu le privilège, puisque j'étais un des patrons, d'édicter des directives suisses pour faire une anamnèse spirituelle dans les hôpitaux de psychiatrie suisse romand. Et ça a été suivi. Je peux vous donner un exemple peut-être pour vos auditeurs. Je me rappelle un jeune schizophrène qu'on avait retrouvé noyé non loin de l'hôpital dans un lac. Et j'ai fait venir le dossier, évidemment, pour regarder un peu comment ça s'était passé. Alors tout le monde était très gentil, ce patient était formidable, il était converti au bouddhisme et il faisait des purifications. Alors voilà, c'est mis, il fait des purifications, il va chaque jour mieux, il est beaucoup plus calme, tout le monde était content, et un jour on le retrouve mort. Bon, et puis moi, par la force des choses, j'ai convoqué l'équipe, de nouveau très soft, de manière tout à fait non jugeante, mais je leur ai demandé de me raconter ce que c'était que ces purifications. Puis ils étaient bien incapables de me dire ce que c'était, en quoi ça consistait. Puis j'ai dit, mais est-ce que vous avez vérifié que c'était conforme au bouddhisme? Ah non, voyez, c'était un bouddhisme délirant, voyez-vous. On a là un bon exemple de la nécessité, quand on ne sait pas, de compléter l'investigation avec des spirituels de la branche qui connaissent. Puis ils peuvent dire, c'est délirant, c'est pas délirant, c'est catholique, c'est pas catholique. Voilà, vous voyez, j'entends. Donc ça m'a fait ouvrir les yeux sur l'importance qu'il y a à faire des bons diagnostics sur la santé spirituelle et de bien aussi avoir un bon diagnostic psychiatrique parce qu'il y a évidemment une circularité. Si vous êtes schizophrène, vous êtes à risque d'avoir une spiritualité délirante. Pas forcément, mais à risque. Alors, il faut faire la part des choses. Et dès lors, je me suis appuyé sur le réseau des accompagnants spirituels dans les hôpitaux que nous avons en Suisse, qui sont interreligieux, interconfessionnels. Et je supervisais une vingtaine d'accompagnants spirituels entre Lausanne, Genève et les cantons francophones. On se voyait tous les 3 mois en après-midi et on passait en revue des cas frontières, vous voyez, addiction, suicide, convictions bizarres, etc. Et ça nous a beaucoup fait avancer parce que, pour répondre à votre question, c'est des critères scientifiques pour bien faire la différence entre un état mystique qui peut être tout à fait normal et un délire mystique qui peut être franchement pathologique. Et on a élaboré des critères. L'état mystique apaise les gens, il les réconcilie avec leurs compatriotes, avec la terre, avec le ciel. Et ils sont modestes, humbles, charitables, voilà. Alors que dans le délire mystique, vous avez tout le contraire. Vous avez quelqu'un qui est agité, qui, est, qui a des convictions délirantes inébranlables, qui est irritable et agressif si on le contredit, et qui a des idées de grandeur qui ne font pas illusion longtemps. Donc, ce genre de critériologie, je l'ai enseigné longtemps et c'était très utile pour construire ce qu'on appelle le spiritual care en Suisse. On a gardé le mot anglais parce que care, euh, c'est un mot qui est beaucoup plus large que soin, voyez-vous, parce que ça veut dire être bienveillant, accompagné, se préoccuper de, c'est pas seulement soigner, voyez-vous. Donc voilà, c'est le spiritual care que j'ai introduit avec mes collègues internistes, parce qu'on a du spiritual care en médecine interne, on l'a en chirurgie, on l'a aux urgences, on l'a en psychiatrie. Et on est très contents, ça marche bien, on publie, on fait partie du réseau européen. Même la présidence est à Lausanne actuellement. Donc voilà, voilà un peu de nouveau, voyez-vous. Et alors, la dernière chose, c'est les neurosciences, toujours elles. C'est que, évidemment, vous pouvez amener des preuves de l'effet de la méditation sur la santé physique et psychique, et des effets mesurables.
et avec l'imagerie, des séries, de l'épidémiologie, vous avez des résultats, alors soit individuels sur un individu, mais aussi des résultats sur des populations. Je peux vous donner un exemple. Euh, Nous avons une étude de santé chez les recrues pour l'armée suisse. Vous savez que l'armée suisse est obligatoire pour les hommes. J'ai eu la chance d'accéder à 20 000 dossiers de soldats recrutés et un chercheur a regardé leur spiritualité en 3 ou 4 questions. Et quand on a fait des prospectives, on a vu que c'était le premier facteur de protection pour les addictions, par exemple. Le chercheur ne voulait pas le croire, c'était un Allemand agnostique. Il est venu dans mon bureau, il était tout excité. Il m'a dit, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Ben, j'ai dit, bah, tu refais tes calculs, c'est tout. Hein. Puis, il est reparti, puis il est revenu, il a dit oui. Oui, on a publié ça avec Addiction Suisse. Oui, oui, tout à fait. Voilà, des exemples, hein, voyez-vous. Et est-ce que vous avez envie, par rapport à tout ce qu'on a discuté, peut-être de conclure ce premier épisode, voilà, par rapport à cette dimension, ces dimensions invisibles, hein. Oui, j'ai une conclusion pour mes étudiants, mes doctorants, les gens avec qui je travaille à la faculté. C'est que je suis arrivé à la conclusion qu'il y a 3 ordres en médecine. Il y a un ordre biologique, biomédical, qu'il faut respecter, qui est très important. Si on est malade, on doit faire les biopsies, les scanners, voilà, on doit faire ça. C'est la dure loi de la matière biologique. Mais cette matière biologique, elle n'est pas seule, elle est aussi en liaison avec la psyché consciente ou inconsciente. Il y a aussi des questions liées à la culpabilité, à l'angoisse, aux générations qui nous précèdent, au traumatisme. La psychotraumatologie, c'est très important. Donc, il faut aller regarder de ce côté-là. C'est vraiment important d'investiguer ça. Et puis, il y a un troisième ordre, parce que quelqu'un est en détresse spirituelle, parce qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle, maladie grave ou chronicité handicapante, eh bien, c'est pas seulement la dépression et l'anxiété qui sont en jeu, c'est le sens de la vie qui est remis en question. Et vous retombez sur la spiritualité au sens de ma définition, il faut donner du sens. Et il y a 2 rescapés d'Auschwitz qui ont montré ça très bien. Un sociologue médical qui a dit il faut construire le sens pour faire la salutogenèse, donc aller chercher les attracteurs de santé dans le futur, pas seulement regarder les causes des maladies. Et puis un grand psychanalyste que j'admire beaucoup, qui est Viktor Frankl, qui a perdu toute sa famille dans les chambres à gaz, et puis qui a analysé le corps en montrant que l'humain a une volonté de sens, qui a un inconscient spirituel, et que si on refoule cet inconscient spirituel, on produit une névrose de civilisation. Et cette névrose de civilisation, elle produit le vide existentiel qui lui-même produit dépression, agression et addiction. Eh bien, vous n'avez plus qu'à ouvrir le journal pour vous convaincre que nous sommes dans une crise de civilisation, dans une névrose de civilisation et que nous sommes dans le vide existentiel. Voilà ma conclusion et mon enseignement. Il y a 3 ordres en médecine qui dansent ensemble, qu'on ne peut pas vraiment séparer, mais on ne peut pas les détacher les uns des autres. C'est aussi le message du Dalai Lama et c'est aussi le message des Kogis, puisque pour les Kogis, dans le fond, nous faisons partie de la nature. Donc les 3 ordres sont implicites. Implicites. Donc les 3 ordres de la médecine, c'est une vérité qu'il faut redécouvrir et nous pourrons en parler peut-être dans la deuxième partie. Je vous remercie beaucoup parce que ça répond à un questionnement que j'ai. Voilà, enfin c'est même pas un questionnement, c'est plus une intuition profonde que finalement si on ignore ces dimensions invisibles et spirituelles, peut-être qu'il y a le risque de faire basculer dans la pathologie, quoi. Ben on parlera de la suite parce que moi j'ai un rapport très particulier à l'invisible.
Eh ben, alors, voilà, on vous réinvitera volontiers, voilà, dans le podcast pour aborder tout ça parce que je trouve que c'est vraiment passionnant. Je vous remercie en tout cas profondément, voilà, de cette première intervention et on vous retrouvera avec grand plaisir, une prochaine fois.